Pourquoi est-ce qu'on part quand on est bien dans une histoire? Ouais, la peur, hein. Ouais, c'est vraiment, je pense que c'est parfois la peur d'être dans une emprise, dans la peur de l'inconnu, la peur de plus maîtriser, quoi. Giorgio, quand tu fais un morceau comme ça qui est sous apparence, et c'est pour ça que j'aime bien Giorgio, c'est que sous apparence, il y a tout d'un tube, mais c'est extrêmement profond, c'est des trucs hyper deep, hyper tristes, et c'est rare de se raconter comme ça de manière aussi crue, en fait. Bah, tu sais quoi, moi, en fait, ce qui m'a touché dans le rap quand j'étais hyper jeune, c'est le sentiment d'identification. C'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus fort dans le rap. Autant dans, je sais pas, dans la rébellion, dans les fantasmes, dans l'idée de raconter sa vie. Et c'est ça qui m'a le plus parlé. Du coup, depuis que j'écris et que je rappe, c'est ce que je veux faire, c'est qu'on puisse se retrouver dans ma musique, que ça puisse parler aux autres. Et je trouve que finalement, plus t'es intime et vrai, plus on peut se retrouver. Plus ça peut parler à énormément de personnes. Paradoxalement. Il y a deux choses dans ce nouveau projet. Il y a une mise à jour en termes de son et une mise à nu en termes de texte. Là, on peut parler de mise à nu, en fait. Ouais, complètement. Bah, c'est ce que j'ai essayé de faire le plus possible, le fond et la forme, quoi. Que ça soit, j'ai pas envie que ça soit chiant. J'ai envie que ça soit des belles chansons, des beaux morceaux, qu'il y ait du style, etc. Mais en même temps, dans mes textes, j'avais envie de me livrer le plus possible et qu'il n'y ait pas de barrière, quoi. Parce que très peu d'artistes arrivent à raconter leur peur. Parce que on peut raconter ses fragilités, on peut raconter ses échecs. Beaucoup d'artistes racontent leur trahison amicale, sentimentale, les douleurs. Là, c'est d'avouer des peurs. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur, en fait. De dire, voilà, je suis pas un bonhomme, j'ai peur. J'arrive pas à m'engager. Ouais, pour moi, la peur, c'est un sentiment auquel on est confronté constamment, en fait, qui ramène le stress, l'anxiété, plein de choses. Et du coup, je sais pas. En fait, plus j'en parle, après, moi, j'ai peur, en fait. En plus, ça me libère. Est-ce que la boulimie de travail, parce que quand on voit la cadence à laquelle tu sors de la musique, t'es un boulimique de travail? Ouais, j'écris presque tous les jours, plus ou moins, j'essaye. Est-ce que c'est une façon de contrer cette peur de l'engagement? Parce que c'est ce que dit ce morceau. C'est je m'enfuis dans le travail, dans autre chose. Je sais pas si c'est pour contrer la peur de l'engagement, mais c'est pour combler un vide, quoi, en tout cas. Et il vient d'où, ce vide? J'en ai aucune idée, c'est pour ça que j'écris. C'est plus simple de faire du rap que de répondre à la question. C'est marrant parce que il y a cette espèce de paradoxe d'être ultra pudique dans la vie et pas du tout dans la musique. C'est ça que j'aimerais comprendre, en fait. C'est cette magie, à quel moment l'écriture prend le dessus, en fait. Mais je pense que c'est aussi lié en fait aussi à la musique, parce que tu vois, par exemple, il y a des conversations que je pourrais pas avoir avec mes proches et encore moins avec des inconnus. Mais rapper ça sur scène, ça me dérange pas, parce que quand il y a la musique, je me sens pas à nu. C'est pas comme parler dans le vide, dans une conversation. Le fait qu'il y ait, je sais pas, peut-être des rimes, même un flow, un beat, et bah pour moi ça change tout. Et je me sens protégé par le rap, parce que le rap c'est ma culture, c'est moi, quoi. Ça a été quoi ton premier contact avec le rap? Ouais, et vous avec la culture hip-hop? Avec la culture hip-hop, ça a été lié via le basketball, quand je faisais du basket. Et parce que moi, mes parents, ils ont grave une culture rock. Du coup, en primaire, etc., j'écoutais plus du rock. Il y a quelques morceaux de rap qui étaient arrivés chez moi, genre DC's et tout. Mais après, c'était 50 Cent. D'accord. Mais sauf que moi, en fait, tu sais, quand je fais un truc, je le fais à 10 000%. Ça veut dire que j'ai kiffé 50, Eminem, Ludacris, les trucs comme ça et tout. Donc tu faisais des pompes à l'envers dans une salle? Non. Non, mais j'aurais bien aimé. Bien sûr, le clip d'In That Club. Tu sais que j'avais le single et tout. Et le CD de titre. Ouais, c'est ça. Et après, je suis tombé dans le rap français. Et en fait, ça veut dire dès 14 ans, après les cours, moi, il y avait Internet chez moi et tout. Et du coup, après les cours, à 14 ans, j'allais sur des forums et je me disais, qu'est-ce qu'il faut que j'écoute dans le rap? Après, ça veut dire que dès 14-15 ans, j'écoutais Fab, Ideal J, Lunatic, en fait, Express D. Et j'allais sur les forums genre Rap 2K, après sur des sites, je sais plus si vous vous rappelez, Rap Impulsif, où il y avait tous les rappeurs underground et tout. En plus, quand j'étais au collège, c'était grave l'époque des rappeurs qui allaient vendre leur sap à Clignancourt, etc. Genre dédicace à Alpha 520. Ça. Exactement. Et du coup... Et à Marseille. Ouais, évidemment, au train de la galère. Et tu sais que j'avais fait un morceau avec... Tu sais que la première fois que j'étais en studio,
C'est Zaref de Tron de la Galère qui m'avait ramené dans un studio à Saint-Denis. Dédicace à Zaref. Comment ça s'est passé? Avec des potes à moi d'Aulnay. Et en fait, moi je rappais avec un gars à moi d'Aulnay qui s'appelait Wallaz. On avait monté un groupe et donc on avait un Skyblog Music, on mettait nos premiers morceaux et tout. Et il m'avait dit ouais, moi j'ai un contact qui connaît Zaref, tout ça. On l'avait capté au puce de Clignancourt et tout. Et il avait dit vas-y les petits frères, on peut faire un morceau et tout. Et après il nous avait ramené un studio à Saint-Denis. Voilà, c'était il y a 12 ans. Dédicace aux truands de la galère et à tous les gens qui ouvrent encore leurs portes dans les studios à des jeunes artistes. D'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que ça s'est passé comme ça pour Nino également, qui a 13 ans, qui frappe à la porte d'un studio et qui se retrouve des années plus tard numéro 1. Et on parlait de la passion du rap. C'est quelque chose en fait qui t'habite littéralement de A à Z. Ouais, depuis petit en fait. Et franchement, j'aime beaucoup trop le rap. Je suis bousillé au rap. Le rap français, je le connais par cœur. En fait, moi, comme je suis plus jeune que le rap, en fait, je l'ai presque étudié, le rap. Ouais. Et vraiment, je connais tout, j'aime trop. Et en fait, quand je sais pas quoi écouter, je réécoute mes classiques. Mais en même temps, je suis toujours à l'affût de découvrir des petits jeunes, des mecs qui montent, des nouveaux projets. J'aime trop le rap. En même temps, Giorgio, toi, tu parles des sacrifices, tu dis que ta vie personnelle a été mise en stand-by pour la musique. Ouais, parce qu'à un moment, t'as des choix à faire quand même. Et moi, je suis en mission. Je suis en mission avec la musique. Donc, ouais, j'ai choisi de mettre ça au centre de ma vie. Et je suis bousillé par le rap encore une fois. En mission pour qui? Pourquoi? En mission, je sais pas, dans ma quête personnelle de ce que j'ai envie de faire dans la musique, de comment j'ai envie de vivre autour de la musique et dans la musique. Je vais te poser la question des inconnus. C'est quoi la différence entre un bon rappeur et un mauvais rappeur? C'est quoi la différence entre un bon et un mauvais rappeur? Tu sais quoi, il y a quelques temps, je t'aurais dit, c'est ceux qui rappent dans les temps. Mais maintenant, tout le monde rappe. En fait, maintenant, tout le monde rappe bien, en fait. C'est juste, il y a des styles différents, mais en 2021, tout le monde rappe bien, vraiment. Et c'est qui les rimeurs qui t'ont mis des claques? Ou les rimeuses? Moi, j'ai pris des claques de partout, mais en termes d'écriture et de rime, le top 3 dans mes influences, c'était Hugo du TSR, Nak, à l'époque de Strict Minimum, et Lino. C'est les 3 qui m'ont vraiment influencé dans ma manière d'écrire après. Quand on arrive au Franc-Moisin, oui, on a une grande salle de bain avec une baignoire, un vide d'ordures. Dehors, il y a des toboggans, des tourniquets, des pelouses qui étaient encore toutes fraîches, tu vois. Effectivement, on avait un grand appartement, c'était un ascenseur. Et oui, c'était un progrès social à l'époque. Aujourd'hui, si les parents avaient su ce que ça allait devenir, je pense qu'on n'aurait pas habité là. Ouais. Ça fait rire Giorgio. Tu sais quoi, moi, justement, on parlait de Népal que j'ai rencontré avec la 75e session. Où il y avait le studio du Dojo qui était à Saint-Denis avant. Et moi, j'étais plus vers Aubervilliers et Pantin. Et je prenais un bus pour aller là-bas. Et le 170 ? Exactement. Bien sûr. Quand tu vois les francs, c'est dur. Hein. Cette cité, elle est dure. Comment est-ce qu'on est passé d'endroits où on nous vantait le progrès et on nous vantait l'évolution à ce que c'est aujourd'hui, en fait? Pourquoi ça a été créé? Parce que déjà, il y avait une crise de logement, beaucoup de gens mal logés en France après la guerre. Et puis surtout, il y avait toute une vague aussi de travailleurs immigrés qu'on a fait venir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on les a fait venir. Quand on parle de grand remplacement aujourd'hui, il faut savoir qui leur a orchestré ce grand remplacement. C'est des gens qu'on a fait venir, qu'on a été chercher, et qu'on a même scruté comme du bétail pour savoir si ça allait être des bons ouvriers. Donc, il fallait les loger. Après, il y a eu le regroupement familial, parce que là aussi, c'est une chose, on va être un peu sérieux là, mais ça n'a pas été fait par humanisme. Il y a un discours de Francis Bouygues qui est très pragmatique là-dessus, qui dit qu'en gros, un ouvrier qui a sa femme et ses enfants, il est beaucoup plus stable, donc beaucoup moins rebelle et beaucoup plus efficace au travail, en vérité. Donc il a fallu loger tout ça, et je pense que tout ça tenait quand c'était pour loger des ouvriers, c'est-à-dire c'était des lieux de travail, mais à partir du moment où il n'y a plus de travail et que c'est pas des lieux de vie, c'est des lieux d'habitation, donc il n'y a pas vraiment de truc pour que les enfants s'épanouissent, quoi, tu vois. Et surtout le chômage, quoi. C'est quand on parlait de l'arrivée du hip-hop, c'est parce que l'oisiveté est la mère de toutes les vices. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça nous a donné une passion qui nous a fait bouger, qui nous a habités. Mais quand t'as pas de passion et que t'as pas de boulot, c'est quoi les perspectives, quoi? Et aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu te dis il y a de l'espoir possible ou on est dans une situation compliquée? Je pose la question à tous les deux. Objectivement, t'as envie de dire, pour être sympa, qu'il y a toujours de l'espoir, mais moi, en 40 ans, je n'ai vu que les choses se dégrader.
Donc, je vois pas de... Moi, je pense que si c'était là, alors pareil, il faudrait les raser, construire autre chose, mais enfin, c'est pareil. T'as des gens qui sont attachés malgré tout à ces cités-là. Alors, je sais pas si c'est un espèce de syndrome de Stockholm, mais en même temps, c'est normal. C'est 30 ans de leur vie, c'est 20 ans de leur vie quand on démolit des tours, tu vois, des gens qui sont peinés, quoi, tu vois. Mais je pense que déjà, même dans leur construction, tu sais, par exemple, moi, il y a un truc que j'avais compris, pourquoi les bâtiments étaient aussi rapprochés. Ben, c'est parce que, en fait, comme ça, on déplaçait pas la grue. Tu vois, la grue tournait à gauche, elle construisait le bâtiment A, tournait à droite, elle construisait le bâtiment B. T'as des vis-à-vis de dingue, t'as des... Enfin, je sais pas, tu vis en vase clos quand même. Une cité, c'est un vase clos, quoi, tu vois. Donc, je sais pas, ça, c'était les grandes erreurs de l'urbanisme des années 60-70, où aujourd'hui, visiblement, ils construisent plus les HLM de la même façon. Donc, faut pas oublier que tous ces problèmes qu'on parle de banlieue, quand on parle de Marseille, de ce qui se passe, le critère numéro 1, c'est pas l'immigration, c'est pas si, c'est pas ça, c'est la misère. C'est la misère, c'est la pauvreté. Et logiquement, partout où il y a de la pauvreté, dans tous les pays, à toutes les époques de l'histoire, il y a du crime, il y a de la délinquance, il y a de la violence, parce que c'est la misère qui engendre ça avant tout.